Loin, par-delà les étoiles, je me souviens. De l'anéantissement de mon foyer et de mes amis, je fus le triste témoin privilégié. À bord de mon vaisseau endommagé, je me perdis, loin, dans l'immensité du cosmos. J'avais survécu. Mais il ne me restait pour seul ami que la culpabilité solitaire du survivant. J'étais seul. Difficile cependant d'oublier les douces notes qui ont mélodieusement accompagné ma première collecte de matériaux. Impossible de ne pas me souvenir de ma première exploration souterraine, incapable d'oublier ma première visite de l'avant-poste et de la découverte de l'espoir renaissant. Je me souviens des allers-retours sans fin aux confins de l'univers afin d'obtenir des réponses à mes questions. Où avais-je atterri? Qu'allais-je devenir, mais surtout, quel était mon rôle dans tout ça? Starbound est un jeu vidéo indépendant de type bac à sable. Édité par Chucklefish, un studio anglais et sorti en 2016, il mêle aventure, survie et exploration spatiale, le tout en seulement 2 dimensions. C'est pour dire s'il est efficace. Le jeu nous offre la possibilité de choisir entre l'une des 7 espèces humanoïdes jouables. Les Apex, des singes anthropomorphes probablement inspirés par la planète des singes, et vivant sous un régime dictatorial très fortement inspiré de 1984. Les humains, nous en fait. Les Avianes, des oiseaux ayant perdu la capacité de voler, et inspirés de l'Amérique précolombienne d'une part et de l'Égypte antique d'une autre part. Les Floranes, des plantes primitives ayant acquis toutes leurs connaissances technologiques en la volant au peuple qu'ils ont vaincu. Ils se livrent également au cannibalisme, mais non, je cite les développeurs, tout de même pas un mauvais fond. Nous avons également les glitches, des machines conçues par une civilisation disparue pour agir comme des êtres vivants tout en ignorant leurs conditions de robots. Leur civilisation est totalement bloquée à l'ère médiévale à cause d'un glitch dans leur programme, justement, les empêchant d'évoluer. J'aime aussi beaucoup les Hilotl, une race d'amphibiens à la culture japonaise aussi bien féodale qu'actuelle, et vivant sous l'océan. Non, pas cet océan-là! Et nous avons enfin les Novakids, des êtres plutôt rares constitués intégralement de gaz et naissant à la mort d'une étoile. Alors ils n'ont pas réellement de civilisation, mais ils vivent selon une culture Far West cowboy. Pour la petite anecdote, c'était à la base une suggestion d'un joueur, et les développeurs ont finalement décidé de les incorporer complètement dans le jeu en tant que race jouable. Il existe également un nombre astronomique de créatures non jouables, pour la plupart agressives. Par astronomique, j'entends qu'il y a 2 principaux types de créatures. Les principales et les procédurales. Les principales, ce sont des créatures qui sont dédiées à certains biomes, planètes ou systèmes solaires. Et les procédurales, vous prenez autant de créatures qu'il y a et vous les multipliez par le nombre de biomes et de planètes qu'il y a. Autant vous dire que d'après mes calculs, ça fait un nombre approximatif de beaucoup trop de créatures à génocider. Nous débutons donc notre aventure sur Terre le jour de notre remise de galon. Enfin, après de longues années d'études et de travail et d'entraînement acharné, nous allons enfin devenir un protecteur, afin de contribuer à rétablir l'ordre, la justice et la sécurité dans mon nouvel empire. Attendez. Ah non, mauvais script. Je disais donc rétablir la paix et la justice dans l'univers aux côtés des plus grands gardiens de l'histoire. Sauf que cette cérémonie est interrompue par l'attaque d'un calmar spatial géant, la Terre est détruite et le protecteur inexpérimenté que nous sommes prend courageusement la fuite à bord d'un vaisseau. Malheureusement, notre vaisseau est détruit pendant la fuite, et nous voici sur une planète inconnue où nous allons trouver un mystérieux message nous demandant de traverser un portail. Une fois le portail réparé à l'aide de matériaux anciens récupérés au cours d'un bref tutoriel, nous allons rencontrer Esther Bright, une ancienne haute gradée des protecteurs, qui va nous apprendre que la Terre a été détruite par ce qu'on appelle la ruine. La ruine est une entité maléfique ayant jadis été emprisonnée par le cultivateur, un être légendaire ayant vécu il y a des millénaires et étant à l'origine de nombreuses civilisations. Esther nous apprend qu'au cours d'un ultime combat, le cultivateur a réussi, au prix de sa vie, à emprisonner la ruine dans ce qu'on appelle l'Arche, une immense prison scellée par 6 gemmes magiques qui ont été confiées à 6 peuples différents. Malheureusement, le sort de la Terre prouve que l'Arche n'est plus si étanche qu'avant. Esther va donc nous charger de retrouver ces 6 gemmes magiques afin d'ouvrir l'Arche pour libérer la ruine. Et c'est basiquement la quête principale. Et cette quête principale est malheureusement assez répétitive. Esther nous donne des civilisations à retrouver avec pour seule indication les types de planètes sur lesquelles ces civilisations se trouvent. Nous avons des objets sacrés à scanner. Ensuite, on retourne faire son rapport à Esther. Esther nous donne les coordonnées d'un donjon. Nous allons combattre un boss. Le boss meurt, on récupère la gemme, on ramène la gemme à Esther. Esther nous redonne un nouveau peuple, et ainsi de suite jusqu'à tuer la ruine. Voilà, c'est la quête principale. Mais le jeu ne s'arrête pas là.
c'est un bac à sable, un véritable bac à sable. Et c'est là, je trouve, qu'il se distingue un petit peu de Terraria. En parallèle de notre mission, nous allons pouvoir explorer un univers vaste. Très vaste. Plutôt immense. Presque infini. Ok, j'ai la flemme de scroller. Toutes les planètes que nous allons être amenés à explorer regorgent de matériaux qui seront utiles pour construire des maisons, un avant-poste, des outils, des armes, améliorer notre équipement. Chaque planète va nous permettre d'améliorer notre équipement. Équipement qui nous permettra de visiter de nouvelles planètes, planètes qui auront des nouveaux matériaux qui nous permettront de construire d'autres équipements, et ainsi de suite, jusqu'à être complètement overcheat. Et à côté de ça, le système de construction offre un potentiel infini en termes de créativité. Nous allons également avoir la possibilité de recruter un équipage, d'améliorer notre vaisseau, de devenir un chasseur de primes si on veut, de combattre différents boss, de trouver plein d'objets de collection, de découvrir tout le lore de l'univers, de construire et de personnaliser même nos propres mechas afin de disputer de palpitants combats spatiaux. Bon, ok, ça c'est pourri. Et on a également un système de craft incroyablement poussé, je trouve, avec plein de machines, un système complet d'automatisation électrique, même si on veut, et beaucoup d'autres choses. Et là, je vous parle que du jeu de base, en fait. Je n'inclus pas tous les modes de la communauté disponibles gratuitement sur le workshop de Steam, car comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. La diversité de modes disponibles et qui sortent encore aujourd'hui en 2024 offre la possibilité de jouer pratiquement à un nouveau jeu à chaque lancement en fait. Et d'ailleurs la possibilité de jouer en multijoueur avec un grand nombre de personnes renforce encore l'impact du jeu. Bon, j'avoue que malgré avoir découvert ce jeu en coopération, merci Tob, je préfère largement jouer en solo. Parce qu'en jouant en solo, on connaît personne. Et après la destruction de la Terre, on se retrouve tout seul dans cet univers immense. Et lorsque la solitude me gagne, une fois la ruine détruite, je ne peux m'empêcher de m'arrêter un instant pour contempler l'immensité de l'espace face auquel je ne suis rien. Alors tristement, je songe à ceux qui ne sont plus, et avec les étoiles pour seuls témoins, je leur joue une mélodie d'adieu.